Voilà, Madame, Messieurs, chers amis, bienvenue à tous. Vous êtes nombreux à nous rejoindre, vous êtes encore plus nombreux à vous être inscrits. Il y a une centaine d'inscriptions pour ce soir. Oui, André. Et donc, certains d'entre vous nous rejoignent pour fêter avec nous les 20 ans du JRS. D'autres souhaitent honorer Xavier Dijon et la sortie de son livre Sur les frontières. Et puis, plus largement, un grand nombre, je suppose, est soucieux d'approfondir le mystère de la frontière, sa raison d'être, son fonctionnement et toutes les questions qu'elle nous pose aujourd'hui au JRS et plus largement dans la société. Alors, cette table ronde vous est présentée en partenariat avec le Forum Saint-Michel et avec le Centre Avec, et je les remercie encore pour leur collaboration. Deze webinar is enkel Franstalig. Er is dus geen vertaling voorzien naar het Nederlands. Wij hebben inderdaad gekozen voor aparte webinars naar gelang de talengroep. En ik verwijs dus de Nederlandstalige reeds naar een eerstvolgende webinar in het Nederlands op 18 mei, waar wij een uitwisseling zullen hebben over kunst en maatschappelijk engagement. En het spreekt voor zich dat eventuele vragen, reacties ook in het Nederlands welkom zijn. Alors, je dois vous présenter nos deux intervenants de ce soir. Xavier Dijon, professeur émérite à l'Université de Namur, également a enseigné à l'Université de Yaoundé. Ses spécialités sont nombreuses. Il y a bien sûr le droit naturel, il y a la bioéthique, il y a les questions de lutte contre la pauvreté. Il a été provincial de la Compagnie de Jésus jusqu'en 2005 et collaborateur scientifique au JRS Belgium pendant 9 années. Et il est permis de penser que cette proximité lui a permis de nourrir sa réflexion sur la frontière et les sujets qui vont nous occuper ce soir. Et nous accueillons aussi avec grand plaisir Véronique Albanel. Alors, pour ne pas être trop long, je vais dire en toute simplicité qu'elle a apparemment connu plusieurs vies. Une première vie comme juge administratif, peut-être une deuxième comme mère de famille nombreuse, et apparemment une troisième où elle s'est lancée dans des études de philosophie. Elle a obtenu un doctorat en philosophie et elle a fait une thèse sur un thème qui finalement est assez proche du thème de ce soir, le christianisme et la politique chez Hannah Arendt. Voilà qui nous dit une partie effectivement de son expérience et de sa personnalité. Elle est professeure de philosophie au Centre Sèvres, mais elle est aussi, des fois qu'elle s'ennuierait le soir, présidente du JRS France depuis 2017. Et comme Xavier vient de le montrer à l'écran, elle est l'auteur d'un livre qui nous concerne de très près, La fraternité bafouée, sortir de la peur du grand rassemblement. Et voilà, les dés sont jetés. Nous avons donc deux philosophes, mais qui sont aussi très proches de la pratique de l'accompagnement des réfugiés et des migrants forcés. Et donc, j'ai le plaisir de leur donner la parole. Je vais commencer par Xavier Dijon. Oui, après de longs débats, j'ai finalement décidé de tutoyer nos invités, non pas par manque de respect, mais parce que j'aurais trop peur de déraper et trop souvent, donc vous ne m'en voudrez pas. Et je vais donc demander à Xavier Tu, puisque après tant de proximité, il est difficile de dire autre chose. Xavier, finalement, qu'est-ce qui t'a mis sur cette piste, sur cette obsession de creuser le mystère de la frontière? Au JRS Belgium, quand nous pensons frontières, nous pensons évidemment Frontex, Forteresse Europe, nous pensons aux renvois forcés,
nous pensons essentiellement à un contexte de violence. Est-ce que c'est de cela que tu veux nous parler? Merci Baudouin et merci pour cette invitation. Oui, il faudra bien à un moment donné parler de la violence, mais en fin de mon exposé aussi bref que possible, j'essaierai de voir la raison de la frontière. Je voudrais donner 5 points. Chacun se terminera par une question qu'il serait intéressant de résoudre pour pouvoir bien cerner l'éthique de la frontière. Le premier point part d'un constat, c'est que la Terre, comme vous le savez, elle est divisée en plusieurs pays qui sont séparés par des frontières. Et chacun de ces pays forme une entité autonome et qui règle son devenir collectif. Et chaque être humain est en principe relié à son pays par sa nationalité. Et en principe, chacun devrait avoir le droit de rester dans son pays. Peut-être même a-t-il le devoir de rester dans son pays, au sens où il peut sans doute sortir de son pays, d'après ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais il ne peut pas entrer comme ça dans un autre pays parce que cet autre pays a des frontières. Donc il faut que l'autre pays soit d'accord que l'étranger entre. Et on peut le faire venir, cet étranger, pour du travail. Nous l'avons connu en Belgique avec les Italiens et les Espagnols, puis les Turcs et les Marocains, jusqu'à ce que les frontières se ferment au moment du choc pétrolier. Ou bien on peut accorder un visa de touriste, ou bien admettre des étudiants qui viennent faire une formation. Et le Covid, la crise du Covid nous montre que les frontières gardent une certaine pertinence aujourd'hui. Il faut arrêter la contamination et donc diminuer le voyage, etc. Ma question, au terme de ce premier point, c'est pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Et qu'est-ce qu'il y a dans l'être humain pour qu'il soit ainsi diversifié en différents pays? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plutôt une terre tout unifiée? Bon, c'est une question philosophique, mais qui mérite d'être creusée. Donc, premier point, la terre est divisée. Deuxième point, les pays connaissent un sort inégal. On pourrait dire que certains connaissent une situation heureuse. Ils maîtrisent relativement bien la violence en interne, ils connaissent une certaine prospérité économique, le pouvoir est soumis au droit, ce sont des États de droit. D'autres pays connaissent soit des violences, soit des misères. Les violences, elles sont exercées ou tolérées par l'État. On parlera alors de persécution des sujets pour leur race, leur religion, leur opinion politique, ou bien ces violences sont vécues dans l'État lui-même, soit par un conflit interne, une guerre civile, ou un conflit international. Ça, c'est pour la violence. Les misères peuvent être de deux types aussi, soit économiques, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de logement, pas de soins de santé, pas d'éducation, ce qu'on appelle le sous-développement, soit des misères climatiques, les sécheresses, les inondations. Et ici aussi, au terme de ce deuxième point, je pose une question, pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Pourquoi est-ce qu'il y a cette inégalité-là entre les pays? Et plusieurs explications sont possibles. C'est l'exploitation des pays du Sud par les pays du Nord, dans la ligne du néocolonialisme. C'est la corruption dans les pays du Sud. Enfin, tout pour expliquer la détérioration des termes de l'échange, etc., etc. Alors, puisqu'il y a cette inégalité entre les pays, ceux des pays malheureux, appelons-les comme ça, vont vouloir trouver refuge dans les pays, appelons-les heureux. Donc, pour assurer leur survie, et sans demander quelques permissions ou quelques visas que ce soit, ils s'enfuient dans un pays dans lequel ils attendent un meilleur sort. Alors, quelle est la réaction de ces pays de destination? Eh bien, ces pays de destination vont opérer une distinction. Quelle est la raison de la fuite de ces personnes? Ou bien ils fuient la violence, ou bien ils fuient la misère. Alors, s'ils fuient la violence,
dans leur propre pays, les pays de destination disent « nous ne pouvons tout de même pas permettre que ces personnes-là soient l'objet de violences dans leur propre pays et donc que l'État ne peut pas exercer un pouvoir suffisant ou bien lui-même est persécuteur et donc nous sommes tenus de les accueillir, soit que ces personnes-là fuient la persécution nommément à cause, je disais, d'une de leurs caractéristiques, la race, l'origine ethnique, etc. Et par la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, l'ensemble des pays, en gros, s'est engagé vis-à-vis des autres pays à ne pas refouler les personnes qui fuyaient la persécution. Et puis, à la fin du XXe siècle, à la fin du siècle dernier, et puis ça a été universalisé, si je puis dire, par une directive européenne au début de ce siècle-ci, c'est la personne qui subit la violence dans son pays, mais pas une persécution proprement dite, mais c'est plutôt un contexte général de violence, de guerre par exemple, où si la personne qui est chez nous devait retourner dans ce pays-là, eh bien, ses droits fondamentaux seraient gravement endommagés. C'est ce qu'on appelle la protection subsidiaire, subsidiaire par rapport à la reconnaissance comme réfugié. Depuis lors, on a unifié le vocabulaire et on dit protection internationale aussi bien pour le droit d'asile que pour la protection subsidiaire. Et donc, cette protection est accordée après un examen minutieux, parce que nous appelons chez nous le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, qui va reconnaître que de fait, ce monsieur ou cette dame est persécuté dans son pays ou bien connaît une situation telle qu'on peut lui accorder la protection subsidiaire. Ça, c'est pour la violence. Mais si la personne fuit la misère, et on va appeler alors ces personnes-là non plus des réfugiés, mais des migrants, migrants économiques, migrants climatiques, mais eh bien, il n'y a rien de prévu. Donc, la question que je pose au terme de ce troisième point, c'est pourquoi avoir opéré cette distinction entre la violence et la misère dans ces situations de malheur. Sous question, est-ce que cette distinction est facile à mettre en œuvre? Quatrième point, le rapport de force. Puisque la question n'est pas résolue juridiquement, puisqu'il n'existe pas une convention de Genève pour les migrants comme il en existe une pour les réfugiés, les choses vont se jouer non pas dans un rapport de droit, mais dans un rapport de force. Et donc, il va y avoir la pression migratoire. Le migrant dans la misère, qui ne peut donc pas invoquer un statut de protection internationale, va forcer la main du pays de destination de différentes manières, soit en prolongeant un visa temporaire, un visa de touriste, un visa de travail, un visa d'études, soit en se forgeant une histoire de persécution qu'il va présenter au CGRA en espérant que son récit sera suffisamment crédible pour qu'on lui accorde le droit d'asile, ou bien il va faire un mariage blanc avec un conjoint du pays de destination, de telle sorte qu'il puisse invoquer le regroupement familial, etc. Ou bien carrément en entrant illégalement dans le pays. Alors, toujours dans ce rapport de force, la réaction des pays de destination à l'égard de ce qu'on appelle les sans-papiers, où je ne prends pas la responsabilité du vocabulaire, les illégaux, il va y avoir un renforcement des contrôles aux frontières européennes avec Frontex, et ce que Baudouin invoquait tout à l'heure, cette violence, la frontière comme signe de violence, ce sera la lutte contre la fraude à l'asile en rendant certaines procédures, soit en les externalisant déjà dans le pays d'origine, soit en dressant une liste de pays sûrs qui permettent d'aller plus vite dans l'examen de la demande d'asile des personnes
qui demandait précisément l'asile, soit alors l'arrestation de la personne sans papier, sa détention dans un centre fermé, ceux-là même précisément que mes amis du JRS Belgium vont visiter, et c'est une détention qui est préalable à leur expulsion. Et donc, cette clandestinité dans laquelle ces personnes-là sont forcées d'agir entraîne des conséquences dramatiques. On nous dit à peu près tous les jours le nombre de personnes qui se sont noyées dans la Méditerranée ou que l'on a découvert étouffées dans des camions. C'est toute l'affaire des trafics de passeurs, ce sont les mauvais traitements physiques en Libye et ailleurs. Une fois qu'ils sont arrivés au pays, c'est l'exploitation des travailleurs au noir, ce sont les marchands de sommeil, ce sont des interruptions dans l'éducation des enfants, c'est la stigmatisation a priori de l'étranger qui devient un peu le bouc émissaire et qui doit supporter tous les préjugés. Et donc, par rapport à ça, la question c'est, et c'est l'objet de ce soir, est-il encore éthique de garder les frontières fermées? Et le cinquième point est le plus long, c'est les deux thèses en présence. Il y a un point de vue universaliste et puis il y a un point de vue qui va défendre la particularité politique. Le point de vue universaliste veut garder précisément les frontières ouvertes au maximum. Puisque vous, les citoyens démocrates, vous croyez aux valeurs de la liberté et de l'égalité, et que dans vos constitutions, vous avez inscrit ces valeurs-là, pourquoi est-ce que vous devez limiter la liberté et l'égalité à vos seuls citoyens? Est-ce que ces valeurs-là ne sont pas bonnes pour tout le monde? Ou bien est-ce que vous voulez river les gens à leur lieu de naissance? Et cette position universaliste s'appuie sur une certaine conception des droits de l'homme. En effet, la Déclaration universelle de 1948, après les horreurs de la Shoah, la Déclaration universelle de 1948 se présente comme un idéal commun à atteindre par tous les peuples. Et dans cet idéal commun, notons-le bien, il y a deux types de droits de l'homme. Il y a les droits civils et politiques qui donnent un espace de liberté, c'est-à-dire le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, la liberté de réunion, la liberté d'opinion, la liberté de culte, la liberté d'association, etc. Donc, où la liberté peut se déployer, mais aussi les moyens de la liberté. Ça, ce sont les droits économiques, sociaux et culturels, c'est-à-dire le droit au logement, le droit au travail d'abord, le droit aux soins de santé, le droit à la participation à la culture, etc. Mais que fait la Convention de Genève de 1951? On peut dire qu'elle garantit la protection des personnes qui sont troublées, en gros, qui sont troublées dans leurs droits civils et politiques. Atteinte à la vie, à l'intégrité physique, possibilité de torture, de traitement inhumain et dégradant, d'emprisonnement arbitraire, d'atteinte à la liberté d'opinion, etc., la liberté de culte. Donc, la Convention de Genève se focalise sur les personnes brimées dans leurs droits civils et politiques. Mais si en 1948, on a dit que la Déclaration universelle des droits de l'homme est un idéal commun à atteindre par tous et que cette Déclaration universelle des droits de l'homme compte non seulement ses droits civils et politiques, mais ses droits économiques, sociaux et culturels, il y a une incohérence à ne protéger que les personnes atteintes dans leurs droits civils et politiques et pas les personnes atteintes qui n'ont pas de moyens de subsistance, pas de travail, etc. En d'autres termes, l'existence des États et donc l'existence des frontières ne peut pas entraver la garantie universelle des droits de l'homme. Et en conséquence, les ONG, les organisations non gouvernementales, demandent la suppression de la distinction entre réfugiés et migrants ou entre étrangers réguliers et étrangers dits illégaux. C'est la thèse de la liberté de circulation ou la thèse de l'open borders. En face de la thèse universaliste, il y a ce que j'appellerais la fidélité à la particularité politique.
Et il faudrait alors creuser la première question que je posais, pourquoi cette diversité des nations et donc pourquoi ces frontières entre les nations? Et je pense que pour répondre à cette question-là, il faut creuser davantage la question philosophique et voir qu'est-ce qui fait que nous sommes reliés finalement entre êtres humains, que nous sommes reliés les uns aux autres. Alors, les auteurs modernes, quand je dis modernes, c'est les Lumières, c'est 18e siècle, 17e, 18e, jusque maintenant, les auteurs modernes répondent par le contrat social. Ce qui nous lie les uns aux autres dans nos institutions, c'est le contrat social qui est issu de notre raison. Et ce contrat social où nous constituons un État, où nous constituons une république, c'est à partir d'un état de nature. Et dans cet état de nature, nous sommes tous isolés les uns des autres. Au fond, nous naissons, ce qui est notre nature, ce qui est notre identité profonde, c'est le fait que nous soyons un individu bardé, entouré de droits naturels. Et donc, c'est parce que cette situation-là, où nous sommes chacun isolés les uns des autres, fait qu'il n'y a pas de pouvoir qui pourrait trancher nos disputes, nous nous disons, eh bien, nous allons nous mettre ensemble et constituer une république, constituer un pouvoir qui va trancher nos différends et qui va permettre de nous mettre d'accord. Cela dit, si c'est la raison qui nous met ensemble dans le contrat social, alors la question se pose de savoir pourquoi ce contrat ne s'est pas fait au niveau de toute la Terre. Bon, je veux bien que c'est une question abstraite et une question philosophique, mais je pense qu'il faut aller jusque-là si nous voulons comprendre la raison des frontières. Donc, c'est vrai qu'une construction rationnelle comme le contrat social, de soi, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête à une frontière déterminée, puisque, précisément, la liberté et l'égalité, c'est pour tous. Mais il se fait que nous ne sommes pas liés les uns aux autres d'abord par un contrat social, mais que nous sommes d'abord liés les uns aux autres du fait de naître les uns des autres. Et dans le mot nation, il y a le mot naissance. La nation, c'est un lieu de naissance. Et la naissance, ce n'est pas seulement une affaire de rationalité, c'est aussi une affaire d'affectivité et une affaire de pouvoir. Et donc, je pense que le contrat social est vraiment une abstraction rationaliste du siècle des Lumières, mais parce que nous sommes d'abord naturellement reliés les uns aux autres à l'intérieur de la famille. Et que la nation, je ne dis pas qu'elle est le prolongement direct de la famille, mais pas du tout, mais elle retient tout de même quelque chose de la famille au sens où c'est un lien qui nous porte, c'est un lien que nous n'avons pas décidé, c'est un lien dont nous sommes originés et où nous avons alors à partir duquel nous avons à nous organiser, comme le fait la cité grecque, et puis les différents pays dans la suite, où nous avons à nous organiser pour rechercher la justice entre nous, c'est ça un pays, on recherche la justice entre nous, et où chacun se donne, tous ensemble, le pays se donne sa propre force, précisément pour garantir le respect des droits de l'homme. Donc, cette appartenance à une nation est fondamentale pour que les droits de l'homme soient respectés. Hannah Arendt, que Véronique Albanel connaît beaucoup mieux que moi, ne sera pas là pour me contredire. Et donc, le premier défenseur des droits de l'homme, celui qui garantit les droits de l'homme, c'est l'État, et l'État est là précisément la structure juridique de la nation. Il n'y a pas, si vous voulez, un titulaire des droits de l'homme, un individu titulaire des droits de l'homme face au reste du monde, il y a un individu situé dans une nation, protégé dans ses droits de l'homme par cette nation-là, et c'est dans cette articulation des diverses nations que vont se garantir les droits de l'homme.
juridiquement, on va parler de la subsidiarité au sens où un sujet qui se plaint d'une violation des droits de l'homme doit d'abord s'adresser aux autorités de son État avant de s'adresser à des instances internationales. Et donc, qu'est-ce que je dirais pour conclure? C'est qu'il n'y a pas moyen de conclure. C'est-à-dire que les deux thèses sont exactes et elles doivent être tenues en même temps. Je ne peux pas supprimer la nation, ni la frontière, ni la particularité politique. En d'autres termes, il n'existe pas d'État mondial. L'État mondial, certains disent que ça pourrait être un rêve, et c'est finalement un cauchemar, où il y a un gouvernement mondial qui régirait l'ensemble du monde, mais où voulez-vous fuir si vous n'êtes pas d'accord avec les décisions de l'État mondial? Donc, c'est à partir de la diversité, c'est à partir des particularités que va se cultiver l'humanité commune. Mais, nous ne pouvons pas prendre prétexte de la nation comme lieu de naissance pour justement récuser l'humanité commune. Tout autre humain est né comme moi, il a lui aussi un lieu de naissance, mais je dois le reconnaître comme un humain à part entière. Et donc, sur ce registre, c'est vrai que sur le registre politique, nous sommes des entités particulières, mais sur le registre éthique, nous appartenons à la même humanité. Et donc, un nationalisme qui se replierait, qui ferait de ces frontières un mur, mais où la frontière ne serait plus une ligne de bienvenue ou une ligne de reconnaissance, serait tout aussi regrettable que l'abandon de la frontière. Voilà ce que je voulais dire en introduction sommaire. Merci Xavier pour ce beau sommaire. Alors, je voudrais juste faire une toute petite pause pour vous confirmer que, bien sûr, vous pouvez réagir. Le chat est là pour ça. Si vous allez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Zoom, à la barre inférieure de votre écran, vous devriez avoir à côté de participants, vous voyez qu'il y a actuellement 85 personnes qui sont connectées, plus les panélistes. Vous voyez discussion ou en anglais chat. Et donc, vous pouvez là-dedans adresser votre message. Vous pouvez l'adresser à tous si vous le souhaitez et vous pouvez l'adresser uniquement aux panélistes si vous le préférez. Vous serez invité, donc nous avons une équipe cachée qui va essayer d'ordonner et de synthétiser les différentes interventions, les différentes demandes de parole. Et si votre prise de parole est sélectionnée, vous serez invité à la lire ou à la présenter oralement devant tous. Et à ce moment-là, Denis, qui est aussi caché, vous rendra visible à tous, sauf si vous éteignez votre caméra. J'ai oublié de vous le dire, mais vous l'avez tous remarqué, que cette séance est enregistrée et nous espérons qu'elle sera prochainement disponible sur notre site Internet. Vous êtes également autorisé à faire d'autres remarques dans le chat. Il y a des questions techniques. Denis y répondra volontiers. Et si vous avez des observations plus générales qui ne sont pas nécessairement destinées à un des intervenants, profitons de ce que la technologie nous offre pour nous réunir et pour travailler ensemble, même si malheureusement nous ne sommes pas dans un rapport de proximité. Voilà. Je voudrais également, alors je lis ici que les participants ne voient pas les participants présents. Oui, mais vous ne devez pas voir les participants, vous devez éventuellement les écouter si vous êtes appelé à prendre la parole. Je me tourne vers Véronique. Véronique, j'ai retenu dans l'intervention de Xavier une phrase, et tu sais déjà combien elle me tracasse, c'est que donc l'État, et en général les États, sont les premiers garants des droits de l'homme. Or, toi et moi, au quotidien, nous sommes plutôt confrontés avec les failles et les manquements des États dans ce respect et dans cette protection des droits de l'homme. Alors, est-ce que ce soir, tu as des raisons d'espérance à nous donner à ce sujet-là?
Merci pour cette question, Baudouin, et merci, Xavier, pour ce livre que j'ai lu avec passion. C'est un livre magnifique, difficile à mon avis, parce que dense, riche et rigoureux, mais en tout cas qui est inspirant et qui nourrit la réflexion. Alors, comme vous, Xavier, je suis attachée à la particularité de la nation. Parce que je crois, alors peut-être pas tout à fait pour les mêmes raisons d'ailleurs, parce que je crois que l'être humain ne peut s'humaniser en dehors d'une communauté politique d'appartenance et de participation. Voilà, je ne nie pas l'affectivité, bien sûr, mais je crois qu'on peut aussi adhérer à une communauté voilà, par adhésion, et pour, notamment tous ceux qui ne sont pas nés dans le pays où ils sont rattachés. Comme vous également, je suis attachée, ça va sans dire, à l'universalité des droits humains, à commencer par la reconnaissance de l'égale dignité de tout être humain et, pour parler clairement, de toute personne migrante. Et je crois qu'aujourd'hui, cela ne va pas de soi, y compris pour les chrétiens. Et comme vous, je crois que l'on ne peut tenir ensemble la particularité nationale et l'universalité des droits sans recourir à un tiers terme. Alors, vous n'en avez pas parlé, mais vous l'évoquez dans votre livre. Pour vous, l'ouverture est du côté de la théologie. Pour ma part, effectivement, pour répondre aussi à la question de Baudouin, je voudrais sortir du face-à-face que je crois particulièrement dangereux aujourd'hui entre l'État-nation et les droits universels, en rappelant que l'État n'est pas le seul acteur et qui n'est pas le seul garant des droits, ni même le seul présent sur le lieu des frontières. Deux autres acteurs majeurs jouent un rôle plutôt heureux, me semble-t-il, et en tout cas porteur d'espérance. L'Union européenne, et j'ai bien entendu ce que tu as dit, Baudouin, à propos des violences de Frontex, et je ne les nie absolument pas. Donc l'Union européenne d'un côté, la société civile de l'autre. Donc première source d'espérance, l'Europe. Je crois quand même que l'aventure européenne, même si elle peut nous décevoir, même si elle peut nous paraître en panne, cette Europe contient une promesse de paix et de justice entre des nations qui se sont fait la guerre. Et rien que ça, je crois quand même que c'est un acquis qu'on ne doit pas oublier. Cette Europe a également permis de dépasser les frontières internes et elle porte en germe la promesse d'une citoyenneté européenne, même si, bien sûr, la pandémie marque le retour, je l'espère temporaire, des frontières. En d'autres termes, l'Europe reste, à mon avis, le laboratoire, et il n'y en a pas beaucoup, qui tente de concilier souveraineté nationale et respect du droit. Alors, je ne donnerai qu'un seul exemple pour être un peu concret, pour que je ne paraisse pas trop optimiste, même s'il y a beaucoup de raisons d'être pessimiste, je l'avoue. L'exemple, c'est celui de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a condamné la Hongrie à plusieurs reprises, mais notamment en mai et en décembre 2020, pour non-respect du droit européen en matière d'asile. En clair, la Hongrie empêchait l'accès effectif à la protection internationale en plaçant systématiquement les migrants en rétention ou en zone de transit, ou encore en les refoulant de manière illégale, ce qu'on appelle les pushbacks. Alors, je ne dis pas que la Cour de justice va régler la situation en Hongrie. Je dis simplement que c'est un rappel et une espèce de fermeté, puisqu'encore une fois, la Cour de justice a été saisie par la Commission européenne. Donc, c'est quand même une fermeté sur les principes. Ces jugements ou sanctions financières prononcées par l'Europe peuvent paraître dérisoires face aux tragédies endurées par les personnes déplacées par force, surtout si l'on rappelle, comme tu l'as fait, Baudouin, que l'agence Frontex est mise en cause pour refoulement illégaux de migrants en mer Égée et que le Conseil de l'Europe juge les États européens responsables du naufrage de milliers d'êtres humains. Oui, la promesse portée par l'Union européenne tarde à se réaliser, et j'ajoute que cette même Europe a dépensé 12 milliards d'euros pour assurer le contrôle extérieur de ses frontières depuis l'an 2000.
contrôles qui n'empêchent pas les migrations, mais les rendent toujours plus dangereuses et tributaires des passeurs ou des réseaux criminels. Alors j'en viens à ma deuxième source d'espérance, et c'est vrai que c'est celle qui m'anime et c'est celle qui me procure beaucoup de joie, et je me tourne vers la société civile, et je ne peux que partager l'expérience que j'ai donc française, au sein même de la nation, et je crois vraiment que c'est à mon sens, une impasse que d'assimiler la nation à l'État. Et je crois que c'est une forme de raccourci dangereux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle l'État-nation. Et pour moi, l'État-nation, cette union fatale entre l'État et la nation, nous prive, à mon avis, d'horizon et d'espérance. Donc, au sein même de l'État-nation, il y a une multitude d'acteurs qui s'engagent, bien sûr des associations comme GRS France ou des fédérations d'associations, bien sûr des ONG, mais aussi, je dois ajouter, des villes qui se veulent accueillantes, qui sont dans une association, l'ANVITA, ou encore des collectivités territoriales qui se mobilisent pour bien accueillir, pour mieux intégrer. Et encore une fois, elles ont un rôle, y compris sur le droit, puisqu'elles portent des plaidoyers justes et réfléchis. C'est le cas de GRS France dans un plaidoyer tout récent, donc rendu public le 14 avril. Et elles se battent pour faire respecter les droits fondamentaux. Et parfois, parfois même souvent, par voie de recours contentieux, elles ont gain de cause. Donc au fond, encore une fois, les garants du droit ne sont pas que l'État. L'État y est parfois contraint aussi bien par le haut, c'est-à-dire l'Europe, que par le bas, si je puis me permettre, c'est-à-dire la société civile. Là encore, je ne prendrai qu'un seul exemple français, celui-là. Et c'est un exemple bien connu, récent, c'est à la suite d'une mobilisation qu'on pourrait qualifier de citoyenne par Cédric Herrou que le Conseil constitutionnel a consacré le 6 juillet 2018 la fraternité comme un principe à valeur constitutionnelle, lui donnant ainsi une portée juridique presque équivalente, en tout cas, à la liberté et l'égalité. Jusqu'ici, la liberté était un peu une promesse, mais après j'allais dire, pardon, la fraternité était un peu une vaine promesse. Là, elle s'inscrit, encore une fois, elle est reconnue comme principe à valeur constitutionnelle, ce qui a obligé le Parlement à reconnaître et à modifier d'ailleurs la loi en reconnaissant qu'il fallait respecter la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Et ça, je pense que c'est une avancée. Encore une fois, il faudrait nuancer tout ça. Et il y a évidemment une infraction, enfin un délit qui consiste à faire rentrer la personne de manière irrégulière sur le territoire. Alors j'en termine avec cette double menace, je l'ai dit au début, qui pèse à mon avis aussi bien sur la nation que sur les droits humains. Et je trouve qu'il est intéressant de voir, peut-être que c'est vrai que la nation, pour l'instant, je ne suis pas sûre que ça soit définitif, tout comme l'État-nation, en tout cas, n'a pas toujours existé, mais en tout cas, il y a une double menace qui pèse aujourd'hui, à la fois sur la nation et sur les droits humains. Et je suis convaincue que l'affaiblissement réel de l'État-nation, lié aussi bien à des dissensions intérieures, les gilets jaunes pour nous, mais pas seulement, ou à des menaces extérieures, terrorisme ou autres, que cet affaiblissement de l'État-nation ne peut se régler par la suppression des droits ou la fermeture totale des frontières. C'est une conviction que j'ai absolue, c'est d'où le livre que j'ai effectivement écrit sur la fraternité bafouée, parce que je crois en fait que la fermeture des frontières et la suppression des droits entraînent la fragilisation totale, même à terme complète, de l'état de droit et donc de ce que nous vivons encore et ce que nous appelons aujourd'hui l'État-nation, voilà, tel que nous le vivons. Donc, à mon sens, la question qui se pose à nous me paraît bien davantage celle de savoir si nous sommes prêts à défendre cet état de droit ou non. Et je terminerai en disant que l'Amérique de Donald Trump a montré que l'édification d'un mur ne conduit pas seulement à une politique migratoire indigne, mais qu'elle menace également cette édification. Donc, elle menace l'état de droit toujours fragile
et la cohésion sociale tout entière. Donc là encore une fois, je redis mon attachement à l'état de droit et pas simplement à la nation. Voilà, j'en ai fini. Merci Véronique. Voici plus qu'un complément. Voici un beau chassé-croisé entre vos deux interventions. Alors, j'ai quelques envies de vous poser des questions à tous les deux. Je rappelle que vous avez également la possibilité d'intervenir dans le débat, en tout cas dès le départ de manière écrite et en fonction des différentes thématiques qui ressortent et de celles qui sont les plus adaptées dans le cadre de ce débat, vous pourrez être invité également à la lire et à la développer dans le respect du temps de ce soir, qui est un temps court, puisque nous envisageons de terminer à 21h30. Alors, je vois Françoise Louveau qui voudrait absolument intervenir, parce que je pense qu'elle a répété ses interventions. Elle entend qu'on parle des droits de l'homme, mais elle aimerait aussi qu'on parle des devoirs. C'est sans doute une question fondamentale, Françoise. Je demande à Denis de te donner la parole. Nous t'écoutons, Françoise. Mais j'ai écrit ce que j'avais à dire, en fait. Je pense qu'on parle tout le temps des droits, mais je pense qu'on a un peu oublié qu'il y avait aussi des devoirs. Et des devoirs envers, au profit du bien commun. Il y a toujours un mot qui me frappe dans le temps, quand j'étais jeune, on parlait quand on payait des impôts, on parlait des contributions, on contribuait au bien commun. Et maintenant, on ne voit plus que l'ennui de devoir payer des impôts, et on ne voit plus le devoir qu'on a vis-à-vis de l'ensemble du pays, justement, de la nation dans lequel on vit. Et ce serait quoi pour toi le devoir dans le chef des migrants qui veulent nous rejoindre ou dans le chef des habitants de ce pays? Mais dans le chef des migrants, ce serait peut-être s'adapter au pays dans lequel ils sont. Par exemple, essayer d'apprendre la langue, d'apprendre des habitudes du pays. Qu'est-ce que je donnerais comme exemple? Mais par exemple, justement, participer justement à l'élaboration d'une mondialisation qui soit ouverte dans tous les domaines, en fait, et pas seulement dans le domaine économique et financier. Et justement, accueillir un migrant comme quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose et qui peut être lui-même une source d'enrichissement pour nous, et pas seulement le voir comme un peu avec une mentalité de dame patronesque. Oui, merci Françoise. Donc en fait, tu poses en filigrane la question de l'intégration Oui. et des efforts qui sont faits pour s'ajuster à... Ce n'est que maintenant qu'on voit ton Oui. image, qu'on fait pour s'ajuster les uns aux autres. Il me semble que Véronique aurait sûrement des choses à dire à ce sujet-là. Oui, merci pour cette question. Et effectivement, nous ne parlons pas vraiment, en tout cas dans le cas de GRS France, de devoir, mais nous parlons plutôt de réciprocité. Et nous avons une charte des bonnes pratiques, ou en tout cas une charte de GRS France. Et c'est vrai que le témoignage que je peux apporter, c'est que tous ceux que nous croisons, et nous en croisons beaucoup quand même, ont un désir énorme de s'intégrer, d'apprendre la langue française, de s'intégrer. Et très franchement, je crois que le problème n'est pas tellement dans leur désir d'apprendre, de se former, que dans le fait qu'ils sont empêchés de le faire.
En tout cas, en France, un demandeur d'asile ne peut pas suivre des cours de français, il ne peut pas avoir un travail avant qu'il ait obtenu son statut. Donc, au fond, pour moi, bien sûr que la réciprocité, c'est une attente que nous avons. La réciprocité, et que non seulement que nous avons, mais dont nous recueillons les fruits, parce qu'en fait, la joie dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment de partager des talents et peut-être parfois même de recevoir davantage qu'on nous donne ou qu'on ne croit donner. Moi, je ne crois pas du tout que nous soyons dans un système de charité ou de bienfaisance ou d'assistance. Je pense que nous sommes vraiment dans cette recherche de, comme on dit, d'empowerment, c'est-à-dire de mise en capacité d'éveiller, de donner confiance pour que les talents qui sont là et qui sont immenses puissent être recueillis et surtout mis à jour, parce qu'au fond, on les bride et on les empêche tellement, j'allais dire, on les anesthésie en les empêchant de tout, en les empêchant d'être acteurs de leur propre parcours, et on les anesthésie tellement que ça peut donner lieu à un découragement et à une démotivation. Merci Véronique. Est-ce qu'on peut donner la parole à Philippe Etienne qui a une question fondamentale sur la validation démocratique? Voilà, Philippe, votre micro est ouvert. Il était ouvert. Voilà, il est ouvert. Vous pouvez commencer. Voilà, je vous remercie. Donc, vous aurez sans doute remarqué à ma question que je ne suis pas un grand partisan de l'accueil. Alors, la question que je posais était la suivante. Vous parlez très bien d'accueil, les grandes valeurs, un peu tout ça, c'est très bien, mais on parle d'États qui empêchent l'arrivée de migrants, etc., etc. Mais est-ce que ça ne mériterait pas, comme c'est quelque chose de relativement important, il y a des millions de personnes qui ont été accueillies dans nos pays depuis plusieurs années, est-ce que ça ne mériterait pas, disons, une validation démocratique? Est-ce que ce ne serait pas normal que dans nos pays, comme c'est fait en Suisse, on puisse faire des référendums pour demander aux gens, tiens, est-ce que vous êtes d'accord d'accueillir des personnes, des migrants dans nos pays? Moi, ça me semble la moindre des choses. On n'a pas l'habitude en Belgique de faire de référendums. En France, on en fait de temps en temps et quand on en fait, ils ne sont pas respectés. Ça, c'est une première chose. Alors, une deuxième chose, l'Église, c'est très bien de parler des grandes valeurs, etc., etc., mais comment est-ce qu'elle pourrait expliquer le bien fondé de ses choix à des familles de nos pays de niveau économique plutôt modeste qui doivent supporter la cohabitation avec des personnes qu'elles ne sont pas tout à fait d'accord de cohabiter, lorsqu'elles doivent vivre dans des conditions difficiles. Je pense une commune comme Molenbeek ou Anderlecht à Bruxelles, lorsque leurs enfants sont scolarisés dans des écoles où il y a une majorité d'immigrés, donc ce qui fait que l'enseignement n'est pas toujours de très bonne qualité. C'est très facile d'être pour l'accueil des migrants quand on habite des quartiers chics, où les seuls migrants qu'on rencontre, c'est la femme de ménage ou le jardinier. Alors, l'Église ne donne-t-elle pas l'impression d'être présente lorsqu'il s'agit de défendre les grandes valeurs, mais lorsqu'il s'agit de justifier ses choix auprès des populations locales, là, on ne voit plus grand-chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander aux migrants? Alors, il y a une question de justice également. Dans tous les pays, c'est la même chose. On connaît la nature humaine. Il y a des gens qui se comportent bien, d'autres pas. N'y a-t-il pas un devoir de justice également vis-à-vis des migrants qui se comportent bien et qui doivent souffrir, disons, de la mauvaise réputation de migrants qui ne se comportent pas bien? Voilà, c'était toutes mes questions. Merci beaucoup. Oui, merci Monsieur Etienne. Je vois que Xavier Dijon brûle de vous répondre. À la fois, il y a la question, Xavier, de la validation démocratique et puis aussi il y a le positionnement de l'Église qui sont mis en cause. Sur la validation démocratique, la question ne se pose pas seulement pour les migrants. Il se fait que nous avons une constitution où
où le référendum n'est pas prévu. On peut éventuellement faire, comme pour la question royale, une consultation populaire, mais ce n'est pas la majorité des citoyens interrogés nommément qui vont faire le poids. Notre système est une démocratie parlementaire, donc nous avons une chambre de représentants. Et donc, nous pouvons changer ces représentants tous les 4 ans. Donc, il y a une certaine garantie d'ajustement de nos représentants par rapport à la population. Bon, c'est une question vaste comme une maison que vous posez là, Monsieur Etienne. Est-ce qu'il faudrait remettre le référendum, enfin instaurer le référendum dans la prochaine révision constitutionnelle? Je ne suis pas sûr, et surtout si c'est pour l'appliquer à la question des migrants, parce que peut-être que ce serait un point à creuser davantage, que comme dans d'autres domaines d'ailleurs, nous travaillons quand même fort, réseaux sociaux compris, sur la base de l'émotion. Et donc, nous réagissons vite à tel ou tel événement qui nous a impressionnés. Et peut-être que, justement, faire la somme de toutes ces émotions-là ne ferait pas un bon gouvernement. Le fait de pouvoir étudier des questions, d'en discuter, d'en débattre entre parties, d'interroger des experts, d'avoir des chiffres convenables, il y a tout un travail d'études, de rationalité, d'écoute des gens aussi, bien sûr, y compris des parents d'enfants scolarisés qui trouvent que le niveau d'une école où il y a beaucoup d'immigrés est de moins bonne qualité. Il faut voir. Il faut voir si, par exemple, une école n'est pas aussi un lieu d'apprentissage, non seulement de l'arithmétique ou du néerlandais, mais de la convivialité. Et bon, si je regarde maintenant l'exemple jésuite, pardonnez-moi de prêcher pour ma chapelle, mais du collège Matteo Ricci, où justement, c'était le défi de vouloir rencontrer la population d'Anderlecht en l'occurrence, et qu'on puisse là-bas trouver les moyens de se respecter. Donc, c'est un fameux défi. Donc, si on vient avec des idées, nos enfants doivent être éduqués comme en 1950 et que ce sont les migrants qui viennent, enfin, les étrangers, disons, qui viennent perturber notre système, bon, il n'est pas illégitime de raisonner ainsi, mais il y a peut-être moyen de saisir davantage la présence de l'étranger, comme disait Véronique Albanel, comme une possibilité d'enrichissement aussi. Je veux bien que ce n'est pas donné du premier coup et il faut de la patience, mais tout ça, dans tout ceci, dans toutes ces questions-là, c'est une question de mesure. En rédigeant l'ouvrage dont parlait Véronique, un jour sur deux, je me disais, mais oui, non, là, on va trop loin dans la question dans le nationalisme et dans le rejet de l'autre, et puis de l'autre, on dit, mais non, là, on va trop loin dans cet universalisme où la population perd sa consistance, le peuple, disons, la nation perd sa consistance. Et c'est vrai que et aussi, comme vous le disiez, monsieur, par rapport à la population de niveau modeste, et comme vous dites, il est plus facile d'être tolérant vis-à-vis des étrangers quand on ne les a pas comme voisins dans la rue. Mais est-ce que c'est un bon système de vouloir opposer donc des étrangers qui fuient des conditions pas très humaines dans leur pays et les familles de niveau modeste chez nous? Oui, je suis d'accord de dire qu'il y a une solidarité nationale qui a joué, il y a une espèce de patrimoine commun
qu'on appelle la sécurité sociale ou l'aide sociale qui s'est constituée dans le pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce que j'appellerais un surcroît par rapport à la rigidité juridique du partage? Est-ce qu'il n'y a pas un surcroît d'humanité dans la prise en charge et l'aide? Alors, c'est vrai qu'il y a une aide qui peut venir au début, parce que la personne arrive de l'étranger sans grands moyens, mais à condition qu'elle soit autorisée à se former et à travailler, elle peut au contraire, et je ne dis pas du tout économiste, mais on dit que finalement, l'apport des étrangers est, somme toute, est bénéfique au pays d'accueil. Je me dis, je mettrai des nuances en tout cas aux objections que vous faites. Merci Xavier. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur Jérôme Vignon. Monsieur Vignon était notre invité en 2017 pour notre grande conférence au Collège Saint-Michel, mais il a également préfacé le livre de Xavier et donc je suppose que c'est un auditeur plus qu'attentif. Alors Monsieur Vignon, on écoute votre question. Oui, merci beaucoup et bonsoir et merci pour ce débat de très haute qualité. Je connais bien les deux intervenants et je me réjouis de leur convergence. Je vais poser ma question, mais je vais d'abord souligner leur convergence parce que Xavier Dijon a terminé son exposé en disant que l'État-nation ne pouvait pas ignorer dans l'exercice même de sa responsabilité de conduire les droits de l'homme l'universalité de ses droits, sinon il disparaît, ses fondements s'écroulent. Et Véronique Albanel a aussi commencé son intervention en disant qu'elle reconnaissait tout à fait l'autorité de l'État. Bon, elle a tempéré en disant qu'il devait composer avec d'autres acteurs, mais c'est quand même finalement l'État qui décide. A imprimé sa singularité dans la manière de gérer une frontière qui ne peut pas être totalement fermée. Donc, ils sont très proches, à mon avis. Mais ne faudrait-il pas qu'ils nous aident un peu plus à décrire, ça va venir ma question, à décrire comment ces deux nécessités en tension peuvent s'appliquer dans l'Union européenne d'aujourd'hui, c'est vers là que je voudrais les amener, où d'une part, il n'y a pas d'accord pour exercer simplement une responsabilité solidaire à l'égard des réfugiés, pour prendre la première catégorie de ceux qui sont demandeurs de pouvoir résider durablement. Donc l'Europe, elle est bloquée là-dessus. Donc qu'en pensez-vous? Et puis, il n'y a pas non plus d'accord sur quelque chose qui est de plus profond, qui est une immigration légale, un courant positif d'immigration légale de travail. En l'absence d'un tel courant, on aura toujours une permanence d'illégalité à laquelle il sera très difficile de répondre de manière correcte. Donc, j'aimerais vous amener sur le terrain concret sur ces deux questions. L'Union n'arrive pas à s'accorder sur la solidarité, s'agissant de l'asile. Et par ailleurs, elle n'est pas outillée, même en termes de constitution, pour définir une immigration légale qui permettrait de gérer de manière positive les rapports avec les pays d'émigration. Véronique, je pense que la balle est dans ton camp. Oui, je me permets juste de répondre à M. Etienne juste avant. Encore une fois, j'entends vraiment ces objections, mais je rappelle quand même que ce soit la Belgique ou que ce soit la France, ces pays sont tenus au moins d'accueillir les demandeurs d'asile. Alors, nous rentrons peut-être dans le vif du sujet en faisant une distinction qui est délicate et qui est complexe, mais en tout cas, même s'il devait y avoir un référendum, et j'ai compris que la Constitution ne le permettait pas, et je me méfie des référendums, on a vu ce que ça a donné pour le Brexit, je ne pense pas, encore une fois, que ça annulerait les engagements, notamment à l'égard de la Convention de Genève. Alors, merci Jérôme pour ces questions tout à fait difficiles et redoutables. Et effectivement, du côté de l'Europe,
du côté de l'Europe, il y a une division profonde. On est complètement d'accord. Hein. Et la question des Dublinés, comme on les appelle, enfin le régime Dublin ou le règlement Dublin, et on en est au 4e, enfin bref, tous ces règlements successifs qui supposent quand même que le demandeur d'asile fasse sa demande dans le premier pays où il est rentré, avec tous ces déplacements terribles. Et c'est une partie importante, hein, notamment du contingent en France, c'est-à-dire après avoir fait une demande en Allemagne et d'avoir été débouté, puis pourquoi pas en Suède, en Belgique, ça j'ai vu aussi le cas, hein, la personne tente de sa chance en France. Et j'ajoute qu'une des grosses difficultés, tant qu'on n'aura pas harmonisé le système, notamment des critères ou des taux d'acceptation, c'est-à-dire quand on voit que, je crois, la Belgique, en tout cas l'Allemagne, ça j'en suis certaine, voilà, le taux d'acceptation pour un Afghan est assez faible, alors que la France, c'était plutôt 80%, aujourd'hui plutôt 60%. On voit bien que ça incite, que finalement c'est une incitation, tant qu'il n'y a pas une harmonisation ou qu'il n'y a pas voilà, une politique commune, en tout cas, ou une jurisprudence commune, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, et c'est sans doute très difficile à mettre en œuvre, hein, parce que évidemment, ça touche aussi à la question de la souveraineté nationale. Donc c'est certain qu'on attend de l'Europe une harmonisation, mais je crois quand même qu'il faut reconnaître, si je puis me permettre, que l'ensemble des pays, en tout cas l'Union européenne et ses instances, s'accordent sur le maintien, et j'entre peut-être dans un débat encore une fois délicat, parce que je sais que nombre d'associations en France sont pour, et Xavier l'a rappelé, sont pour la suppression de cette distinction entre demandeurs d'asile et migrants économiques. Bon, nous le savons, tous les responsables, tous les scientifiques savent que maintenant nous assistons à des migrations mixtes et qu'il est très difficile de démêler la persécution pour des raisons, encore une fois, ethniques, de race. Bon, c'est extrêmement difficile de la migration. Et si on rajoute en plus la traversée tragique par la Méditerranée, ce sont forcément des personnes qui ont été persécutées d'une manière ou d'une autre. Il n'empêche que pour l'instant, les pays tiennent bon, et je pense que c'est fragile et menacé, tiennent bon sur la défense du respect de la Convention de Genève. Et j'ajoute que cette Convention de Genève, elle a été quand même dans son interprétation élargie. Je pense par exemple que la persécution pour orientation sexuelle, elle n'était pas prise en compte initialement dans la Convention de Genève. Je pense également, et c'était une proposition en tout cas en France de Pascal Brice, d'ajouter au cas de la Convention de Genève la persécution pour raisons humanitaires. Je crois honnêtement qu'il y aurait des ouvertures et qui permettraient encore une fois de clarifier, de rendre les choses plus simples et plus faciles, et peut-être d'empêcher aussi le trafic des passeurs qui alimentent les faux récits, etc. Donc, au moins sur ce point, et là vraiment, moi, j'insiste sur ce point parce que je crois que le droit d'asile est menacé. Il l'est déjà de facto. Comment déposer une demande d'asile? Tout y fait obstacle. Tout y fait obstacle. Et donc, sur ce point, je crois qu'il y a quelque chose à tenir et à maintenir parce que, pour moi, la perte du droit d'asile, c'est un peu l'effondrement. C'est-à-dire que tout le monde aura à y perdre. Ce n'est pas qu'on accueillera tous les migrants, mais on perdra au moins ce droit. Alors sur la deuxième question, les voies légales et sûres, oui, je crois que ça appartient à l'Europe de réfléchir. Et très honnêtement, je pense qu'elle y sera contrainte, tôt ou tard. Parce que ces voies légales et sûres, en l'absence de ces voies légales et sûres, et notamment d'une immigration de travail reconnue, on voit bien d'abord qu'il y a des conséquences économiques. On le rappelait pour l'Italie, pour des pays en panne d'ouvriers ou de personnes qui récoltent enfin, les fruits. Bon, il y a un manque de travailleurs agricoles. Donc, on le voit bien qu'il y a, à mon avis, des besoins économiques qui ne sont pas satisfaits. Donc, je pense que l'Europe, tôt ou tard, y sera contrainte. Et deuxièmement, je crois très franchement que tant qu'on n'aura pas résolu ces voies d'accès sûres et légales, on ne limitera pas
les migrations, on ne contrôlera pas les migrations, parce qu'on les limite, ou plutôt on les rend quasiment impossibles, ou en tout cas tellement dangereuses que les personnes y risquent leur vie en permanence. Et pour moi, c'est un désastre, comme le disait le pape, c'est plus qu'une banqueroute de l'humanité, hein, c'est que ça met à mal notre cohésion sociale. Comment les immigrés qu'on a accueillis, qui sont aujourd'hui français, peuvent-ils considérer que nous sommes un pays respectueux de la liberté, de l'égalité, de la fraternité? Enfin, je pense que ça met à mal tout l'édifice. Je vais juste allumer la lumière, excusez-moi. Merci beaucoup, Véronique. Nous étions... Tu as fini? Oui. Donc, à parler d'Europe, j'aimerais donner la parole à une Européenne convaincue. Elle nous vient du Luxembourg et elle s'appelle Agnès Rausch. Bonsoir Agnès. Ton micro n'est pas allumé. Agnès, tu dois attendre. Ton micro n'est pas allumé. Voilà. Okay, ça va. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci aussi pour les questions plus critiques. Moi, j'ai beaucoup aimé, Véronique, ton expression communauté politique d'appartenance et de participation. Chez nous au Luxembourg, c'est tellement évident que nous ne pouvions pas vivre sans la migration. Notre dernier président de la Chambre des députés s'appelle Marci Di Bartolomeo, 3e génération d'Italiens. Le président du Parti vert que Baudouin connaît bien s'appelle Meri Seovic, 2e génération de réfugiés. Et je me demande, oui, comment les faire participer peut-être encore plus rapidement et comment rendre plus visible l'apport qu'ils nous apportent. Je vois ici presque tous les jours au JRS Luxembourg, surtout des jeunes qui disent « je veux faire quelque chose, cherche-moi un travail ». Alors, il reste des années, parfois dans la procédure. Ils vont d'un pays à l'autre, malheureusement, nos amis qui sont dublinés, et finalement, on ne leur donne pas ou très peu la chance de participer. Donc, je demanderai surtout à Véronique l'expérience et aussi votre très bon travail que je n'ai pas encore lu, de 56 pages. Je vois que ça peut nous stimuler vraiment pour augmenter ces possibilités d'intégration de nos amis et surtout aussi au monde du travail, parce que j'y crois vraiment que c'est une porte royale vers l'intégration. À toi, Véronique. Merci Agnès, je vais te tutoyer, ça me fait très plaisir. Oui, comme toi, je suis absolument convaincue, et pas simplement par l'expérience, mais aussi par la pensée d'Hannah Arendt, qui ne cesse de rappeler que tant qu'on n'appartient pas à une communauté à laquelle on participe et qu'on ressent cette appartenance et cette participation, on n'est pas pleinement humain. Enfin, et elle le disait d'expérience, puisqu'elle est restée 18 ans apatride. Donc, en fait, c'est de la nécessité absolue de considérer qu'il faut aller jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à cette participation effective, si possible à une communauté politique et en attendant à une communauté humaine. Et vraiment, je crois que l'enjeu de la participation à GRS France est vraiment présente. Alors là, pour le coup, depuis longtemps, c'est encore aussi un chantier pour l'élargir, notamment peut-être participation à la gouvernance, parce que ça va très loin. Je pense que d'associer les réfugiés. Alors, nous avons fait un essai aussi au conseil d'administration il y a quelques années, mais ce n'est pas simple. Il faut aussi mûrir. Et juste pour en parler de manière concrète, cette participation, elle est particulièrement mise en valeur et expérimentée depuis plusieurs années déjà dans un de nos programmes, qui est le programme GIRES Jeunes, qui est basé sur le partage des talents, la réciprocité et encore une fois, j'allais dire une réciprocité intelligente, peut-être prudente et patiente, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce temps donné à la personne. On ne cherche pas à forcer. Je crois que la participation elle ne doit pas être forcée. Elle doit être désirée et rendue possible. Et je pense qu'après tous les obstacles, toutes les violences que ces personnes ont subies notamment des trajets migratoires, mais peut-être aussi et souvent dans leur pays, je pense que la pire des choses, ça serait de les contraindre à participer. Donc, il n'y a pas d'obligation de participer. Mais
c'est simplement peut-être en voyant que d'autres le font, en voyant aussi qu'il y a pour moi, la chance de la participation, c'est aussi qu'il y ait des échanges interethniques entre personnes qui peuvent, et on le sait, être plus ou moins racistes pour X raisons, culturelles ou autres. Et au fond, ces amitiés qui se nouent préparent et voilà, le partage des talents. Et ce partage des talents, croyez-moi, enfin moi je ne citerai qu'un tout petit exemple parce que j'en suis encore sidérée et je le cite dans mon livre. Où il y a dans le cadre de J'irai jeune un café débat, un café philo. Bon, il y avait, je dois dire, peut-être qu'il se maintient sur Zoom, mais je ne suis pas sûre, c'est pas la même chose. Et l'un des thèmes a été se mettre dans la peau de. Pour les réfugiés, se mettre dans la peau des Français, pour les Français, se mettre dans la peau des réfugiés. Et vraiment, les échanges qui ont eu lieu, cette compréhension des réfugiés, y compris des positions gouvernementales, est impressionnante. C'est impressionnant. Donc moi, je crois, oui, qu'il y a cette possibilité de partager les talents et de s'investir ou de s'impliquer dans des structures associatives pour commencer, pourquoi pas après. Comme le Luxembourg montre le chemin, aller jusqu'au plus haut. Merci beaucoup, Véronique. Il était question de donner la parole à Christophe Renders, qui remonte dans les questions plus fondamentales. Hein, Christophe, tu nous replonges dans la réflexion de Xavier. Et puis après ça, je suggère au contraire de redescendre sur le terrain avec la question de Géry Desguin. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Je suis heureux de pouvoir participer avec vous à cet anniversaire du JRS Belgium que je connais bien, et je voudrais saluer à la fois Véronique et Xavier pour leurs interventions très suggestives, et puis féliciter aussi le JRS pour cet engagement qui est souvent aux frontières. Hein. Vous connaissez bien les frontières, et quand je travaille avec JRS Belgium, j'ai expérimenté moi-même la frontière un petit peu dans son ambiguïté, parce que je travaille à l'aéroport et la frontière comme lieu de rejet parfois, et parfois se transformant comme lieu d'accueil. Et j'avais envie de poser une question effectivement en revenant à la frontière. Je n'ai jamais étudié l'histoire des frontières, et c'est en écoutant un peu Xavier et Véronique en me disant, mais au fond, d'où viennent les frontières? Et je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas aussi repenser à des frontières qui sont plus proches de nous? Je pense que le droit d'asile est né dans les églises. Hein, ça, je pense avoir lu ça quelque part, que les églises protégeaient en tout cas les fuyards à certains moments qui étaient poursuivis. Et donc, on peut dire que le seuil d'une église est une frontière. Et aujourd'hui, en Belgique, on a beaucoup entendu parler de la protection du domicile, et notamment dans l'hébergement des personnes migrantes, avec un projet de loi qui est sorti sur des visites domiciliaires, de pouvoir que les forces de police puissent pénétrer dans le domicile de personnes privées pour en sortir des migrants qui seraient en situation illégale. Et on a dit non, là, il y a quelque chose qui permet de protéger. C'est de voir la frontière comme cet aspect de protection. Et je me demandais si ces exemples que je viens de tirer, qui viennent de situations qui ne sont pas des situations étatiques, pouvaient s'appliquer mutatis mutandis aussi aux frontières des États. Dans quelle mesure est-ce que les frontières n'ont pas aussi un but de protection des personnes, pas nécessairement de protection de l'État, mais de protection des personnes dans leur création historique? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on en est venu aujourd'hui à ce que la frontière devienne plutôt un lieu qui protège l'État, mais qui ne protège plus les droits humains des personnes, ou qui protège de moins en moins, ou qui peut être brandi ou utilisé comme un instrument pour refuser la protection, pour refuser de laisser entrer une personne qui est en danger? Voilà, c'était une petite question que j'avais envie de vous adresser. Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi la portée de ta question, Christophe. Si tu prends les remparts du Moyen-Âge, il y avait des portes, mais on fermait les portes le soir, et donc il s'agissait de protéger la population qui est à l'intérieur de la frontière. Et donc, le but de la frontière et de la défense de la frontière, c'est précisément la défense des personnes qui se trouvent à l'intérieur. Et donc, c'est cette particularité-là, ça fait partie d'une certaine identité nationale. Alors, ce sont des mots tout à fait piégés, parce que justement,
l'ultranationalisme ou l'extrême droite va se servir du mot identité, dire identitaire, etc. Mais je pense que c'est vrai que il y a nous, il y a un nous et il y a l'autre. Et donc, la frontière marque un seuil. Comme tu dis, pour les visites domiciliaires, il y a un seuil de la porte. La maison protège ceux qui sont à l'intérieur, y compris les étrangers qui ont trouvé refuge dans cette maison-là et qui peuvent repousser une visite domiciliaire. Mais c'est la même chose pour un pays. Le pays se protège par sa frontière. Et il protège sa sécurité politique contre l'envahissement de l'espace aérien, de l'espace maritime. Donc, il assure sa défense et il protège aussi sa prospérité économique. Autrefois, les droits de douane, etc. Donc, c'est le symbole, la frontière est le symbole d'une identité. Mais l'identité n'est pas nécessairement close. Il paraît que la loi d'entropie fait qu'un organisme se dégrade, mais s'il n'a aucune communication sur l'extérieur. Et donc, la respiration d'un pays, c'est d'une part d'avoir son lieu propre, qui est cerclé, mais si le cercle est bouché, alors il n'y a plus de respiration possible et ça meurt. Donc, la frontière marque le moment, comme ce que tu as expérimenté, comme tu le disais à Zaventem, le rejet. Non, monsieur, je ne vous veux pas, par exemple, pour la défense de l'ordre public, ou bien soyez les bienvenus. Mais il faut bien que c'est à partir d'un certain endroit que l'autre est bienvenu ou que l'autre est rejeté. Donc, ça marque la consistance du groupe lui-même, ça donne la sécurité aux membres du groupe, oui, une protection. Non, mais si je peux intervenir, je faisais un peu écho aussi à une chose que tu as dite, Xavier, c'est que s'il y avait un gouvernement mondial et qu'il n'y avait plus de pays, il n'y aurait plus d'endroit où aller trouver une protection. Oui. Et donc, je pense quand même que la frontière exerce, alors j'entends bien tout ce que tu dis sur la protection d'une communauté nationale, moi je parle aussi des personnes, et même je pense que les châteaux forts au Moyen-Âge avaient enfin je pense, je suis peut-être un petit peu naïf, mais avaient aussi, comment dire, le rôle d'endroits protégés pour des gens qui étaient en dehors et qui étaient peut-être soumis à des bandes pillardes, etc. Où est-ce qu'on se réfugiait? On ne vivait pas à l'intérieur du château fort, mais on se réfugiait à l'intérieur du château fort pour y trouver une protection. Et donc, c'est dans ce sens-là aussi que la frontière, je suis bien conscient que la frontière, elle veut protéger ceux qui sont à l'intérieur, mais elle protège ceux qui sont à l'intérieur de gens qui sont malveillants vis-à-vis de ceux qui sont à l'intérieur, mais de gens qui sont en danger, de gens qui sont en besoin de protection. Je pense que la frontière, elle joue ce rôle de s'ouvrir pour ceux qui ont besoin de protection et de protéger, je dirais, l'État belge aujourd'hui protège, je ne sais pas, protégerait M. Navalny, par exemple, de M. Poutine, en empêchant que la police russe vienne le chercher en Belgique s'il était réfugié en Belgique. Oui, bien donc, sûr. que cette frontière aussi joue un rôle de protection des personnes, et pas uniquement des personnes qui sont à l'extérieur de la communauté nationale. Et aujourd'hui, je pense qu'on brandit la frontière et qu'on la déforme, qu'on la détourne, qu'elle devient une sorte de porte fermée plutôt qu'une porte qui doit s'ouvrir à ceux qui ont besoin de protection, et qui doit se fermer contre ceux qui veulent attenter ou porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui ont besoin d'une protection. Personnellement, je ne dirais pas que ce serait le but de la frontière, c'est de s'ouvrir à qui demanderait la sécurité. Mais je la vois plus comme un signe d'identité du groupe et de consistance du groupe. Donc, ce serait de dire, on n'est pas n'importe qui, on n'est pas, non, nous sommes uniques, nous sommes
unique. Nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas hongrois, nous sommes bon, avec évidemment la Belgique, de savoir si, on va dire, nous sommes d'abord flamands ou nous sommes d'abord belges. Donc, il y a une question d'une nation qui est peut-être en train de se séparer d'une autre. Mais ça, c'est une autre question. Donc, que c'est un bon exemple. Mais il y a le groupe qui se constitue veut être unique par rapport à d'autres. Il y a quelque chose de fondamentalement humain là-dedans aussi. Et donc, il veut apporter sa contribution propre, sa particularité, la richesse de sa diversité. La diversité n'est pas seulement biologique, de la diversité des espèces en écologie. Il y a quelque chose de plus profond chez l'homme. Il est lui-même et il a quelque chose à donner à l'autre. Il a quelque chose à recevoir. Et donc, ce groupe-là a sa délimitation. Et qu'en plus, le groupe qui vit à l'intérieur des frontières a cette idée qu'il peut développer, cultiver, c'est ça la culture, il peut cultiver son humanité en ouvrant sa porte à ceux qui sont en détresse, qui sont persécutés. Tant mieux si on peut, comme au Moyen-Âge justement, ouvrir la porte pour celui qui est poursuivi et puis la refermer vis-à-vis de l'assaillant. Oui. Merci Xavier. Je voudrais donner la parole à Nicolas Wéry. Nicolas, vous le voyez apparaître en médaillon, je suppose, est récemment arrivé comme Advocacy Officer au JRS Belgium. Il se fait que nous avons été amenés très récemment à prendre position par rapport à la campagne qui est lancée par les sans-papiers en Belgique, qui demande à être reconnus et qui demande à ce qu'on soutienne leurs revendications pour obtenir un statut légal sur le territoire belge. Et nous avons mené de manière intensive cette réflexion ces dernières semaines. J'aimerais que Nicolas puisse en quelques mots donner le fruit de notre réflexion et entendre ensuite l'avis de nos deux intervenants, s'ils le souhaitent, sur cette question-là. Vas-y Nicolas. Merci Baudouin, j'espère que vous m'entendez tous. Grand merci également à M. Dijon et Mme Albanel pour cet exposé très intéressant. Je vais donc effectivement profiter de l'occasion pour vous parler de la campagne des sans-papiers We Are Belgium 2, qui a été lancée par donc Sans Papiers TV, qui est un média indépendant fondé par des sans-papiers. Le but de la campagne est de sensibiliser les Belges à la situation des sans-papiers, en leur demandant de signer donc une pétition pour lancer en gros un message clair aux politiques. Ils ne demandent pas la régularisation collective, mais bien que la régularisation s'opère sur base de critères clairs et transparents. Alors comme Baudouin l'a dit, au sein du JRS, nous avons réfléchi un petit peu à quelle position prendre vis-à-vis de tout ça, et nous en sommes arrivés à la conclusion que le JRS devait effectivement soutenir cette initiative. Le fait qu'il soit porté par des sans-papiers lui donne à nos yeux une grande légitimité, premièrement, et son objectif de sensibilisation, de faire entendre celles et ceux qui n'ont pas de voix, c'est aussi le nôtre. Nos visiteurs en centre fermé rencontrent des personnes sans papier au jour le jour. Ces personnes vivent parmi nous, elles travaillent, souvent durement, et leurs enfants vont à l'école avec les nôtres. Et leur situation les rend vulnérables et il est difficile pour eux de mener une vie dans la dignité, comme l'a rappelé Xavier Dijon pendant son exposé. Pour remédier à cela, nous avons effectivement quelques pistes pour une solution, disons. Nous plaidons avec le JRS pour un meilleur accompagnement de ces personnes. Plus précisément, nous plaidons pour leur hébergement, pour une orientation et un accompagnement personnalisé. Il s'agit de procurer à ces personnes un environnement serein afin qu'elles puissent pleinement évaluer les possibilités qu'elles ont et trouver des perspectives d'avenir durables, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Cet accompagnement se déroule néanmoins évidemment dans un cadre législatif précis et notre expérience nous a appris que nombreuses sont les personnes qui se sont retrouvées sans papier indépendamment de leur volonté à la suite de procédures migratoires trop longues, trop complexes ou trop exigeantes. Elle nous a également appris que les demandes de régularisation via la procédure humanitaire sont souvent traitées de manière arbitraire et opaque. La responsabilité de l'État est ici, pour nous en tout cas, indéniable. En ce sens, nous comprenons la revendication portée par les sans-papiers de mieux encadrer cette procédure de régularisation
et soutenons cette demande de transparence. Nous plaidons de plus pour des procédures rapides et de qualité, ainsi que pour la création de nouveaux statuts de séjour, par exemple pour les apatrides. En résumé, développer l'accompagnement personnalisé, mieux adapter la loi aux diverses situations dans lesquelles se retrouvent les sans-papiers et encadrer la procédure de régularisation humanitaire, telles sont, en tout cas selon le JRS, les voies à explorer. Voilà, merci à toi Nicolas. Véronique et ou Xavier, ça vous inspire quelque chose? Moi, j'ai en tout cas signé la pétition. Et c'est vrai que je viens de retrouver un extrait du livre de Joe Carens, The Ethics of Immigration. Et alors, il décrit ce qu'on peut faire en 10 ans dans un pays, un étranger. Les liens grandissent aux conjoints, aux partenaires, aux fils, à la fille, aux amis, aux voisins, aux collègues, aux gens que nous aimons et aux gens que nous détestons. Les expériences s'entassent, les anniversaires et les accolades, le timbre de voix et le sens de l'humour, le parc public et le magasin du coin, le dessin des rues et la manière dont le soleil brille à travers les feuilles, l'odeur des fleurs et l'accent du parler local, l'apparence des étoiles et le goût de l'air, tout ce qui donne à la vie son but et sa texture. En 10 ans, nous enfonçons de profondes racines et ces racines comptent, même si tout d'abord, nous n'étions pas autorisés à nous y planter nous-mêmes. Donc, je pense que la durée d'une personne dite sans papier dans le pays est un critère, me paraît-il, fondamental de régularisation. Parce que il y a toute une humanité qui a pu se vivre, toute une expérience, une tranche de vie qui a pu se vivre, et donc on doit pouvoir, ça fait partie du droit d'ailleurs, le droit est toujours finalement la reconnaissance d'un fait, c'est une démarche de reconnaissance, et le droit commence dans un fait, éventuellement même dans un rapport de force. Donc ici, manifestement, s'il est sans papier, c'est qu'il a forcé la porte du droit, mais après un certain temps, comme pour la prescription sur le plan juridique, après un certain temps, ça doit pouvoir devenir du droit. Donc, je crois que cette idée de régularisation, peut-être pas, comme vous dites, sur une régularisation générale, mais qu'il y ait des critères précis et transparents. Et moi, il me semble que la durée et évidemment la possibilité d'intégration, la formation, le travail, etc. Oui, je suis d'accord. Merci Xavier. Véronique, le mot de la fin. Oula. C'est une question redoutable et je précise d'emblée que je parlerai en mon nom personnel parce que la réflexion est en cours à JRS France et que, voilà, que c'est une question vraiment complexe, difficile et ça fait plusieurs mois ou années même que nous réfléchissons sur les possibilités, voilà, de répondre sur cette question. Alors, la première chose que je dirais, elle est assez évidente, c'est que avant d'être des sans-papiers, ce sont des personnes. Et comme telles, elles ont évidemment droit à certains besoins évidents et droit au respect, et notamment au respect de cette dignité. Ça, c'est le premier point, mais c'est évident. Le deuxième point, je reprendrai, puisque j'ai entendu que parmi les propositions, il y a la question de l'hébergement. C'est ça, Nicolas, j'ai entendu qu'il y avait hébergement, accompagnement. C'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée, nous, puisque notre premier programme, JRS Welcome, est une proposition d'hospitalité dans des familles, pour des cours, et chaque famille, voilà, il y a une autre famille qui prend le relais pour une durée globale maximale de 6 à 9 mois. Pour des sans-papiers, je ne vois pas comment ça marcherait. En tout cas, cette question réaliste, tout simplement, à la fois, je ne parlerai même pas de la question de la protection des familles, parce que, encore une fois, le délit de solidarité, de ce point de vue-là, n'existe plus en France. On peut héberger à condition que ça soit à titre gratuit. Voilà. Pour moi, la question, c'est est-ce que c'est réaliste et faisable? Et j'en viens à mon deuxième point. Nous, c'est aussi peut-être quelque chose d'assez fort et prégnant à JRS France, c'est que nous reconnaissons nos limites.
bien sûr, ce sont des personnes que nous côtoyons, parfois que nous côtoyons de très près, puisque je rappelle que nous accueillons des demandeurs d'asile. Et comme vous le savez, plus de 2 demandeurs d'asile sur 3 deviennent des déboutés, donc des sans-papiers. Et j'ajoute, et ça c'est quelque chose d'assez évident aussi, qu'il faut reconnaître, que sur à peu près, il y aurait, j'ai cru comprendre, 150 000, je crois, en Belgique. En France, c'est environ 300 000. En Allemagne, il paraît que ce serait 500 000. On sait par exemple qu'en Allemagne, sur 500 000, ça c'était en 2015-2016, sur 500 000 déboutés, seulement 22 000 ont pu être reconduits à la frontière, avec un ordre de quitter le territoire. Donc on voit bien tout ce que disait Xavier, c'est-à-dire cet enracinement, le fait de commencer à faire sa vie. On voit bien que c'est un problème. La question, à mon sens, elle bute sur 2 réels problèmes qu'il faut avoir en tête. Alors, tout à fait d'accord pour, à mon avis, pas de régularisation massive, parce qu'on a beau dire ça quand même, c'est un signal, c'est un enjeu. Mais moi, je vois 2 problèmes majeurs qui me font vraiment hésiter sur ce sujet. Et je ne dis pas qu'il ne fallait pas signer la pétition en Belgique, ça vous appartient. Mais en ce qui concerne la France, encore une fois, la demande d'asile contient en elle-même le fait de pouvoir être débouté. Si on fait des régularisations massives, systématiques, ou si on donne même, à mon avis, des critères un peu larges et clairs, on organise non seulement le fait d'une régularisation systématique, en tout cas possible, et à terme, on supprime le droit d'asile. Enfin, à mon sens, c'est quand même une menace qui pèse sur le droit d'asile. Je ne dis pas que ça ne mérite pas des débats plus larges, mais pour moi, c'est une réalité. Et je dirais qu'il y a un deuxième problème, à mes yeux, en tout cas conjoncturel ou contextuel, lié à la montée de l'extrême droite, en tout cas en France. Et je pense très franchement qu'il y a des questions politiques qui doivent être prises en compte, ne serait-ce que, peut-être pour reprendre l'objection qui nous a été faite tout à l'heure, de réalisme et de mesure, de juste mesure. Voilà, je crois aussi qu'une certaine fermeté, peut-être des délais plus courts, quelque chose de, encore une fois, peut-être des reconduites bienveillantes qui supposent un accueil bienveillant, je crois que tout ça pourrait être fait de manière beaucoup plus humaine, beaucoup plus juste, mais je ne vois pas comment accueillir, maîtriser les flux migratoires sans reconduire à la frontière. Mais c'est à mon nom personnel, je le rappelle, que je me prononce. Bien, Véronique, merci pour cette réponse très franche à une question qui était quand même plus que complexe, plus que compliquée. Nous sommes au terme de ce temps d'échange et je ne vais pas vous faire une longue conclusion, je vais vous dire juste 2 choses que je retiens. La première, la grande rigueur dans l'analyse de Xavier, qui au fil des années nous a... il ne nous a pas lassés, mais il nous a baratinés sur ce fondement de la frontière et on voyait qu'il était torturé et donc nous l'avons accompagné dans sa torture ou il nous a pris dans sa torture. Donc en fait, merci d'avoir été la mouche du coche et de nous forcer à continuer cette réflexion, Xavier. Je retiens de Véronique mais quand même un message d'espérance quand elle nous parle de l'Europe comme une promesse et ça fait du bien de l'entendre. À nous alors ensemble de nous retrousser les manches, société civile, municipalités et communautés locales et autres. Et alors je voudrais vous partager un mot, je ne l'ai pas réentendu ce soir, mais il était tellement beau. Véronique parle très très bien de l'hospitalité, c'est le thème de son livre, mais aussi elle l'a pratiqué avec le JRS France. Et dans notre entrevue préparatoire hier, elle disait que l'hospitalité, c'est un geste politique, mais que c'est un geste politique qui déplace les frontières. Alors, je trouvais ça quand même une magnifique conclusion. Merci à tous les 2 pour le temps que vous nous avez consacré et pour la belle rencontre que nous avons faite. Alors, outre ces 2 intervenants, il me reste à remercier toute l'équipe qui a préparé cette soirée et je pense en particulier à ceux que vous ne voyez pas
Pavel, Denis et Nicolas, vous l'avez vu, et également à tous ceux qui nous ont donné leur attention et qui ont participé à cette soirée. Je voudrais quand même vous dire que sur les 100 personnes inscrites, il y a 50 noms qui ne me disaient rien. Et donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Ça veut vraiment dire que nous avons réussi à toucher des publics que nous ne connaissions pas auparavant. Et donc, soyez tout à fait les bienvenus. Alors, avant d'éteindre votre ordinateur, je vous invite à garder, à avoir un œil et à être attentif sur la page qui va suivre. Vous y trouverez d'abord à nouveau toutes les informations sur le livre de Xavier et le livre de Véronique, ainsi que les lieux où vous pouvez vous les procurer et les commander. Et grâce à Denis, vous aurez même un lien qui vous permettra tout de suite d'arriver au bon endroit. Vous recevrez également l'information utile si vous souhaitez soutenir le JRS Belgium. Si vous souhaitez le rejoindre comme volontaire, parce que vous vous êtes dit que finalement c'est des gens bien et qu'il y a des chouettes choses qui se passent chez eux, ou bien, si vous préférez suivre nos activités à distance, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à notre newsletter électronique ou papier, à vous de choisir. Nos prochaines invitations, la prochaine, et vous aurez également toutes les données sur la page qui va suivre. Notre prochaine invitation, c'est déjà jeudi prochain, sur le thème de la théologie de la migration. Plus concrètement, nous allons essayer de voir en quoi la doctrine sociale de l'Église nous aide à prendre position aujourd'hui dans cette question éminemment compliquée. Et vous aurez aussi la possibilité de vous inscrire pour jeudi prochain. Nous continuerons à la fin du mois de mai et au début du mois de juin par 2 webinaires dont le thème sera identique, c'est le lien entre l'art et l'engagement politique, en quoi l'art, les différentes formes d'art et les artistes peuvent-ils nous aider à nous engager aux côtés des migrants. Je me réjouis vraiment de cette excellente soirée, je vous la souhaite toute bonne également et je vous dis au revoir et au plaisir de vous rencontrer en live dans les mois qui viennent. Merci Baudouin. Merci Baudouin. Merci Xavier.